7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Jacques Chirac et Georges Pompidou, Paul Claudel et Christian Dior, Habib Bourguiba, Simone Veil ou encore Pierre Drieux-La Rochelle. Que nous les apprécions ou pas, il faut au moins admettre que ces noms ont marqué leur temps, si ce n'est l'histoire. Et s'il fallait trouver un autre dénominateur commun, le voici. Ils figurent tous sur la liste des élèves d'une des plus prestigieuses écoles françaises, Sciences Po. L'excellence de cette institution rayonne depuis 1872 aux quatre coins du monde, donnant naissance à des politiciens, écrivains, économistes, philosophes ou artistes renommés. Aux racines de l'avenir, une bien belle devise lorsque l'on sait justement que les élèves aujourd'hui formés entre ces murs seront sûrement nos dirigeants de demain. Gage de qualité pour certains, production d'une élite déconnectée pour d'autres. Que vaut aujourd'hui Sciences Po ? Et puis au regard de l'actualité, doit-on s'inquiéter que les étudiants qui bloquent aujourd'hui les portes de l'institution au soutien à Gaza seront peut-être un jour nos responsables politiques ? Avec nous pour en parler, Édouard Husson. Bonjour Édouard Husson. Bonjour. Alors vous êtes historien, directeur de la publication du Courrier des Stratèges, auteur des chroniques Les Droites de Husson, professeur des universités et ancien directeur général de l'ESCP Europe. Et puis avec nous également Yvaine Lecoz, le délégué national de l'UNI. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, question simple peut-être, une réaction justement à ces blocages des étudiants de Sciences Po concernant la cause palestinienne. Édouard Husson, on va commencer par vous. Alors, premier point, je suis passé hier soir devant Sciences Po, il y a peut-être du nouveau ce matin, mais hier soir, il n'y avait plus de blocage à Sciences Po. Et la direction a négocié un accord vendredi qui a ramené la paix civile dans l'établissement. Alors après, on parlera, je sais qu'il y a des gens, en particulier des personnalités politiques, qui n'aiment pas cet accord, mais je rappelle, puisque j'ai été directeur d'établissement, j'ai été recteur aussi, je rappelle que la première mission d'un chef d'établissement, c'est d'éviter la politisation de son université et c'est d'éviter qu'il y ait des disputes inexpiables entre des groupes d'étudiants. Donc mission échouée selon vous ? Non, je crois que le problème, il est différent. Il est dans le fait que, si vous voulez, depuis le mois d'octobre, il y a des manifestations, il y a des émois légitimes d'étudiants de toutes opinions, d'ailleurs. Hein. Je ne rentre pas dans les opinions des uns et des autres, dans les universités françaises. Et les présidents, les directeurs ont assez bien géré la chose en lien avec les recteurs. Patatras, mi-mars, le président de la République, le Premier ministre, interviennent brutalement dans les affaires de Sciences Po. Et depuis, ça dégénère. Il y a eu un accord trouvé vendredi soir. J'ai dit tant mieux, parce que la politisation de Sciences Po, il faut la faire baisser. Et je regrette beaucoup que Valérie Pécresse, avec qui j'ai travaillé, soit intervenue, comme elle l'a fait hier, comme présidente du Conseil régional d'Île-de-France, en disant qu'elle allait supprimer ou suspendre, en tout cas, des financements à Sciences Po. Elle coupe les ailes au chef d'établissement, qui doit être responsable de la paix dans son établissement. Il ne faut surtout pas le politiser de l'extérieur. Alors, vous considérez que cette négociation d'un accord, ce n'est pas une forme de soumission justement à ces pressions des étudiants ? Vous avez une situation qui est inextricable en Israël, au Proche-Orient, avec des passions inexpiables. La première mission, me semble-t-il, c'est d'éviter d'importer cette guerre-là chez nous, et en particulier dans nos universités. Donc, bien sûr, il y a des radicaux, des deux côtés d'ailleurs. Il ne faut pas se raconter qu'il y a seulement l'extrême gauche. Il y a des radicaux aussi de l'autre côté. Mais je pense que la première mission d'un chef d'établissement, c'est de faire en sorte que ça ne dégénère pas. Alors, il peut y avoir un cas, il faut d'abord laisser les étudiants s'exprimer, il peut y avoir des cas où tel groupe d'étudiants ne respecte pas l'opinion des autres. Il faut laisser au directeur d'établissement la possibilité d'interdire des débats, s'il le faut. Mais cette immixtion totale du pouvoir politique, alors qu'on a donné l'autonomie aux universités, me semble extrêmement contre-productive. Et d'ailleurs, on a la même chose aux États-Unis, où les universités sont autonomes depuis longtemps, mais où le pouvoir politique a vraiment déclenché le mouvement actuel. Yvaine Lecoz, je me tourne vers vous. Vous vous êtes rendu avec l'UNI sur l'un de ces blocages pour le dénoncer, justement. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand j'entends que c'est à partir de mi-mars que ça a dégénéré, moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Ça dégénère depuis bien longtemps, Sciences Po. Depuis le 7 octobre, absolument chaque jour, on avait des manifestations pro-palestiniennes, si ce n'est pro-Hamas, au sein de Sciences Po, et la direction n'agissait pas. La direction ne prenait pas les choses en main, et malheureusement, effectivement, quand on ne sanctionne pas des étudiants qui
appellent, qui ont des slogans, qui étaient des slogans From the River to the Sea, qui appellent à la disparition d'Israël, quand on ne sanctionne pas des étudiants qui vont commencer à bloquer un établissement, derrière, ça a tendance à s'envenimer, et on a pu l'observer parce que hier, il n'y a pas. Donc Sciences Po, effectivement, n'est plus bloqué. Sciences Po Paris, le campus principal. Par contre, le campus de Menton, qui fait partie de Sciences Po Paris, est bloqué depuis hier. La Sorbonne a été bloquée hier. Sciences Po Lyon, un campus de Sciences Po Lyon a été bloqué hier. Et ça a tendance à se généraliser ce matin. Et là, il n'est pas encore 8 heures, hein. Ce matin, Sciences Po Strasbourg est bloqué. A priori, Sciences Po Lyon devrait continuer à l'être. Menton devrait continuer à l'être. Et d'autres universités dans la matinée devraient également être bloquées. Et ça, c'est absolument pas à cause du gouvernement quand ils ont commencé à se mêler les affaires de Sciences Po mi-mars. Non, c'est à cause de Sciences Po qui a été laxiste. Et si on peut responsabiliser un petit peu le gouvernement, du gouvernement qui, une fois que Sciences Po s'est soumis, parce que c'est de la soumission aux militants pro-palestiniens, si ce n'est pro-Hamas, a félicité Sciences Po. Il ne faut pas se voiler la face. C'est une minorité agissante, et quand vous parlez d'extrême des deux côtés, donc, en opposition à l'extrême gauche, j'imagine que vous parliez de l'extrême droite. Moi, j'ai pas vu de prétendue extrême droite bloquer Sciences Po, de prétendue extrême droite Non, occuper Sciences je parle Po. pas de l'extrême droite, je parle des défenseurs radicaux d'Israël. Alors, je les ai pas entendus non plus dans les établissements d'enseignement Je supérieur. pense que vous n'êtes pas allé partout. Moi, On va en j'attends reparler de dans un voir les instant, blocages. Alors, dans ce cas-là, des pro-israéliens. Le débat reprend dans quelques minutes. Tout de suite, il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors messieurs, nous vous avions quitté lorsque Yvan Lecotte vous pointiez du doigt le bord politique de ces étudiants qui bloquent les universités, donc plutôt à gauche. On va tenter d'en dresser un portrait si vous voulez le compléter, et puis Édouard Husson, vous pourrez compléter. Ce sont des étudiants, alors pas forcément même plutôt à gauche, ce sont des étudiants pour une bonne partie d'extrême gauche qui font partie d'organisations étudiantes de gauche ou d'extrême gauche, donc l'Union étudiante, l'UNEF, le Point Levé, et d'organisations pro-palestiniennes, si ce n'est parfois même pro-Hamas. Et d'ailleurs, suffit de voir aussi quel parti politique appelle à ces soulèvements, quel parti politique appelle à ces blocages et à ces occupations. Ce parti politique-là, c'est la France Insoumise, c'est aucun autre parti politique, c'est uniquement la France Insoumise qui se rend sur place, qui fait face au CRS pour empêcher le fait qu'on puisse déloger ces étudiants-là qui sont des étudiants hors la loi. Et ce sont ces mêmes députés qui appellent ouvertement au soulèvement et au blocage des universités. Et ça malheureusement, on ne peut pas se le cacher, et on ne peut pas aujourd'hui se voiler la face en disant que Sciences Po ne s'est pas soumis, parce que Sciences Po finalement s'est soumis à la volonté de la France Insoumise en refusant de tout simplement sanctionner ces étudiants-là, alors que ces étudiants ne respectent pas le règlement de Sciences Po. Édouard Husson. Pour mettre à l'aise notre jeune ami, je dis que moi j'ai été militant à l'UNI à une certaine époque, et là je parle comme ancien directeur d'établissement et ancien recteur. Si vous voulez, j'entends ce que vous dites, mais moi je me balade pas mal dans les établissements, et j'ai pas vu seulement ce que vous dites. J'ai vu des choses que vous dites, mais j'ai vu aussi des étudiants qui n'ont pas d'affiliation politique, et il est tout à fait légitime d'être choqué par les bombardements de l'armée israélienne sur les civils palestiniens. De même qu'il est tout à fait légitime d'être ému par l'attaque des mouvements combattants palestiniens du 7 octobre. Et le premier souci d'un chef d'établissement, ça doit être de laisser toutes les opinions s'exprimer dans son établissement. Il peut y avoir aussi, prenons des défenseurs des chrétiens d'Orient qui soulignent qu'il y a un groupe dont on ne parle absolument pas depuis le début de ce conflit, qui sont les chrétiens d'Orient, les chrétiens palestiniens, et qui ont été bombardés comme les musulmans à Gaza. Donc tout ça est légitime. Vous prenez, si on se transporte à Columbia, vous avez des étudiants juifs antisionistes. Voilà une catégorie qu'on ne connaît peut-être pas en France, mais qui existe aux États-Unis. Donc la première priorité, ça doit être d'essayer de laisser toutes les opinions s'exprimer. Là, c'est un sujet sur lequel il y a de telles passions
que, effectivement, je ne me fais pas d'illusions, si j'avais été à la place du directeur de Sciences Po, vraisemblablement, j'aurais eu à interdire des réunions, de tous les côtés d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas être unilatéral, on ne peut pas dire aux pro-palestiniens taisez-vous, et puis laisser d'autres s'exprimer. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Je constate, moi, si vous voulez, qu'à la mi-mars, qu'est-ce qui se passe à Sciences Po ? On nous dit il y a de l'antisémitisme. Apparemment, si j'en crois Le Parisien, qui n'est pas un journal connu pour son côté pro-palestinien, en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a une jeune femme qui voulait filmer des images d'un débat, à qui les organisateurs ont demandé de ne pas le faire parce qu'elle avait déjà jeté de l'huile sur le feu sur les réseaux sociaux, et elle s'est obstinée. Donc, elle n'a pas pu rentrer. Et à ce moment-là, elle a crié à l'antisémitisme, il se trouve qu'elle était juive. Je n'en sais pas plus. Bon, je dis simplement, comme directeur d'établissement, je vois bien que c'est extrêmement tendu. Et, mon cher ami, je serais prudent si j'étais vous, pour avoir été en responsabilité, pour avoir moi-même eu à prendre la lourde décision d'appeler la police pour faire évacuer des étudiants de la Sorbonne en 2011, eh bien, sous l'autorité du recteur de Paris, je le rappelle, mais c'était moi qui étais responsable de l'opération, parce que j'étais vice-chancelier des universités. Ce pas des décisions qu'on prend facilement, et donc, je serais prudent avant de dire que la direction de Sciences Po s'est soumise. Par ailleurs, je constate que le gouvernement a rétropédalé, même s'il est très divisé, et que la peur depuis vendredi, c'est qu'il y a un embrasement dans l'ensemble des établissements de France, dont on voit qu'il commence. Mais à qui la faute ? Je maintiens, c'est à la politisation exagérée de ces sujets. Alors justement, en parlant de cette politisation, on a certaines personnalités politiques qui la forcent, notamment Mathilde Panot, qui encourage ses étudiants à bloquer Sciences Po, qui explique qu'elle les soutient. Yvaine Lecosse, vous constatez cette politisation à outrance dans les grandes écoles et plutôt d'un certain bord politique ? Ah oui, effectivement, il y a une politisation à outrance de l'extrême gauche, mais après tout ça, c'est pas un problème. Si les étudiants veulent être de gauche, de droite, c'est pas ça qui va poser un problème. Par contre, ce qui pose un problème, c'est quand on a un parti qui récupère une cause, en l'occurrence la cause palestinienne, pour faire sa propagande au sein des universités. On a, depuis l'année dernière et encore plus cette année, un tour des facs qui est réalisé par Louis Boyard et plusieurs députés de la France Insoumise. Maintenant, on a même des têtes comme Rima Hassan qui font également le tour des universités. Et quand ils viennent dans les amphithéâtres pour faire leur propagande électorale en vue des élections européennes et qu'ils en profitent pour tenir un discours à minima pro-palestinien. Je pense que pour certains, on peut même les qualifier de discours pro-Hamas. Effectivement, derrière, ça crée un climat de tension dans l'université. Et malheureusement, la France Insoumise, qui est aujourd'hui le parti du chaos, qui est quand même le parti, il faut le rappeler, qui soutenait les émeutes, qui est le parti qui soutenait les blocages l'année dernière pendant la réforme des retraites et qui soutient les blocages actuels, est un parti qui, par électoralisme, va continuer à vouloir mener ce chaos et qui aujourd'hui est responsable, partiellement responsable du chaos qu'on peut retrouver dans les universités. Et pour revenir sur ce qui a été dit, je suis ravi d'apprendre que vous avez été à l'Uni, mais nous à l'Uni on a aussi été longtemps les compagnons de route de Charles Pasqua, et Charles Pasqua il disait on ne négocie pas avec les terroristes. Et pour vous les étudiants sont des terroristes ? Ah non, par contre pour moi je pense qu'il y a des terroristes intellectuels parmi les étudiants qui se mobilisent, et quand aujourd'hui... Ne jouons pas avec les mots. Charles Pasqua, quand il disait ça à propos de vrais terroristes qui mettaient des bombes. Eh bien, moi, je pense qu'on peut parler de terroristes intellectuels quand on interdit. Et quand, peut-être que je joue un petit peu avec les mots, mais je pense que ce que je dis, ça trouvera résonance chez la plupart des Français. Quand on se retrouve dans une situation où des personnes cagoulées empêchent des étudiants, parce qu'ils sont sionistes, parce qu'ils sont de droite ou parce qu'ils sont juifs, d'accéder à des cours, d'accéder à des amphithéâtres, de pouvoir s'exprimer librement, je pense qu'on a un terroriste intellectuel, et je pense qu'une direction ne devrait pas négocier avec ces personnes-là, mais devrait au contraire les sanctionner, parce qu'ils ne respectent ni la loi, ni le règlement. On est bien d'accord là-dessus, mais ce n'est pas des terroristes intellectuels. Ce sont des militants politiques ou des activistes qui, effectivement, trouble la paix civile de l'université. La ligne de crête, elle est précisément, elle est très délicate pour un chef d'établissement, parce que au début, vous pouvez pas interdire les débats, que ça soit après le 7 octobre ou après les bombardements par Tsahal des civils palestiniens, et ensuite, ça peut dégénérer. Donc effectivement, il faut faire appel à la police. Mais moi, que je sois bien compris dans ce que je dis, je ne mets pas en cause le fait qu'il faille
garder l'ordre dans l'établissement et qu'il faille effectivement dépolitiser l'université, mais par pitié, que le pouvoir politique ne s'en mêle pas. Vous reprochez à Jean-Luc Mélenchon ou à Louis Boyard de faire le tour des universités. Moi, je reproche aussi, bien sûr, je les critique, mais je reproche aussi au gouvernement de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Évidemment que ça le regarde. Quand on a ça s'appelle la justice. Il y a des lois, il y a des règlements. Les universités sont autonomes. Les universités sont autonomes. Soit on laisse faire le chef d'établissement et on lui laisse exercer ses prérogatives, soit on lui coupe les ailes. Et c'est ce que le gouvernement a fait à Sciences Po, avec une situation qui maintenant dégénère dans toute la France. Alors, je cherche mes mots. Les directeurs d'établissement à Sciences Po sont quand même généralement très marqués politiquement. Est-ce que justement l'État qui se désintéresse de ces grandes écoles, ça n'est pas le risque de laisser une idéologie justement infuser ces écoles selon les directeurs en place? L'État ne se désintéresse pas de ces grandes écoles. Il les finance. Sciences Po a des financements publics et des financements privés. Et d'autre part, essayons de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Essayons de ne pas mélanger les problèmes. Le wokisme, que je suis le premier à dénoncer intellectuellement et que je trouve scandaleux quand Alain Finkielkraut ou quand Sylviane Agacinski ne peuvent pas tenir une conférence dans une université. Et là, je suis le premier à dire qu'il y a une lâcheté du chef d'établissement qui n'impose pas la liberté d'expression. Est-ce que c'est une lâcheté ou de l'idéologie ? Peu importe, il y a un moment où c'est l'action qui compte. Donc il y a peut-être de l'idéologie, mais je pense qu'il y a un manque de courage d'abord. Fondamentalement, il y a un manque de courage. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, et c'est là que je trouve que la droite française ou les droites françaises ne sont pas très stratèges. Avec le sujet de la Palestine, de Gaza, d'Israël, on voit qu'il y a un conflit aux États-Unis ou en France entre les pro-israéliens et les pro-palestiniens au sein de la gauche. Laissez-les s'affronter, ne vous en mêlez pas. Et si vous en profitez, tant mieux électoralement. Et je crois qu'il faudrait quand même réfléchir un petit peu de ce point de vue-là. Par ailleurs, je trouve très regrettable qu'une partie de la droite récupère les slogans disant antisémites, etc. Et vous, monsieur, vous avez dit plusieurs fois pro-palestinien. C'est scandaleux d'être pro-palestinien ? Non, par contre, c'est scandaleux d'être pro-Hamas. Et quand on utilise le même slogan que le Hamas, par exemple From the River to the Sea, qui demande la disparition d'Israël, slogan utilisé à la Sorbonne hier et avant-hier vendredi dernier à Sciences Po, c'est absolument scandaleux. Oui, et effectivement, mais c'est aussi scandaleux que quand des étudiants juifs soutiennent la politique de Benjamin Netanyahou. Sauf qu'ils ont le droit de la soutenir, tout comme des étudiants pro-palestiniens ont le droit d'exprimer leur opinion. Mais ils ont le droit d'exprimer une opinion qui est, pourquoi pas, la naissance d'un État palestinien. Par contre, ils n'ont pas le droit de soutenir des mouvements terroristes. Et ça, c'est pour ça. Si j'applique vos critères, il est scandaleux de soutenir la mort de 35 000 civils palestiniens à Gaza. Donc, si vous voulez, sur ces sujets-là, il faut être très prudent. Dans tous les cas, il faut faire baisser les passions. Il faut faire baisser les passions. Et la première mission d'un chef d'établissement, je le répète, c'est de ramener la paix civile dans son établissement. Et vous ne le ferez pas en soutenant une faction contre l'autre. Je pense qu'il ne faut ni soutenir une faction contre l'autre, je pense qu'il faut juste faire appliquer le règlement. Aujourd'hui, qui bloque les pro-palestiniens? Aujourd'hui, qui occupe les pro-palestiniens? Aujourd'hui, qui ne respecte pas ni la loi ni le règlement? Les pro-palestiniens. C'est pas les pro-israéliens, c'est pas les gens qui s'en fichent, ce sont uniquement les pro-palestiniens. Et c'est ça qu'on vient dénoncer. Demain, s'il y avait des blocages pro-israéliens ou s'il y avait d'autres blocages, dans tous les cas, il faut respecter les règlements. Nous, l'UNI, nous sommes anti-blocage, nous sommes anti-occupation et nous sommes pour faire en sorte qu'il y ait un règlement et une loi qui soient respectés. Et aujourd'hui, c'est uniquement le même côté, l'extrême gauche et les pro-palestiniens, si ce n'est pour certains pro-Hamas, qui ne respectent pas ni cette loi ni ce règlement. Et c'est pour ça que nous, on condamne ça. Yvan Lecoz, vous expliquez que vous êtes donc contre ces blocages. Est-ce qu'ils ne font pas partie, malgré tout, d'une certaine façon, de la tradition étudiante notamment depuis mai 68, on voit que les populations étudiantes en France cherchent à jouer un rôle politique Mais effectivement, depuis mai 68, on laisse faire. En mai 68, la gauche et l'extrême gauche ont pris le pouvoir à l'université. D'ailleurs, c'est suite à ça qu'on a été créé avec l'UNI, parce qu'on a senti avec les gaullistes que l'extrême gauche allait progressivement prendre le contrôle des universités. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé assez progressivement. Non, même si c'est
quelque chose qui est en train de devenir, on va dire, une tradition. Les mauvaises traditions, je pense, doivent être brisées. Et une tradition qui consiste à ne pas respecter la loi, qui consiste à ne pas respecter les règlements, qui consiste à dévaluer le diplôme des étudiants. Parce que quand on bloque une université, on dévalue leur diplôme. Qui consiste à coûter de l'argent aux contribuables et aux étudiants. Parce que lorsqu'on bloque, on casse du mobilier. Lorsqu'on bloque, souvent ils taguent les murs. Et derrière, c'est qui ? C'est nous qui payons pour ça. Je pense que cette tradition n'est pas bonne. Et un étudiant aujourd'hui a toute sa place, qu'il soit pro-palestinien ou j'imagine pro-israélien quand ils ne se font pas censurer, a toute sa place pour s'exprimer à l'université. Ils peuvent faire des assemblées générales, ils peuvent tracter, ils peuvent faire des collages, ils peuvent organiser, inviter des hommes politiques. Par contre, je pense que bloquer, donc en dévaluant et en coûtant de l'argent aux contribuables, dévaluant le diplôme et en coûtant de l'argent aux contribuables, et occuper un établissement, c'est pas une manière de s'exprimer, et c'est absolument intolérable de voir qu'en France, aujourd'hui, on autorise à nouveau ça. Édouard Husson, vous entendiez Even Lecoz expliquer que à l'instant, l'extrême gauche avait pris le pouvoir dans les universités. Vous êtes d'accord avec cette affirmation aujourd'hui ? On a reçu ici des étudiants de Sciences Po qui disaient vivre une véritable pression au quotidien parce qu'ils ne suivaient pas la bien-pensance imposée par le wokisme et toutes les idéologies qui entourent le sujet. Encore une fois, ne mélangeons pas les problèmes. Par exemple, le terme d'islamo-gauchisme n'a pas grand sens. Il y a du gauchisme. Il peut y avoir du gauchisme qui instrumentalise des revendications musulmanes. Mais en général, l'islam, qui est plutôt conservateur, est opposé à tout ce que les gauchistes représentent. Donc c'est très compliqué. D'autre part, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle du wokisme ? Oui. Mais alors, si vous voulez... D'où est-ce que ça part, le wokisme ? Ça part des États-Unis. Aux États-Unis, qu'est-ce qui caractérise les universités ces 20-30 dernières années ? C'est l'alliance précisément des néoconservateurs et des wokistes dans les universités. Parce que ce contre quoi protestent les étudiants américains, c'est par exemple le fait que Columbia ou une autre université reçoit de l'argent de telle entreprise d'armement pour financer des projets de recherche qui sert aujourd'hui à bombarder Israël. Est-ce que c'est pas un paradoxe ? Si, de même, Sciences Po n'a aucun problème à recevoir de l'argent d'un certain nombre d'entreprises, des entreprises dans lesquelles on applique d'ailleurs tous les slogans woke, les politiques de gender, etc. Donc, il faut arrêter, je pense, de faire des amalgames. Il y a un autre problème qui est aujourd'hui est un vrai problème pour la France, je vous rappelle qu'on a la plus importante communauté juive d'Europe et qu'on a plusieurs millions de musulmans sur notre territoire. Donc le souci du pouvoir politique serait d'éviter que la guerre israélo-palestinienne soit importée en France, et ce qu'on devrait faire, c'est laisser les chefs d'établissement gérer ces conflits de manière raisonnable. Alors ensuite, quand il y a blocage par tel ou tel, bien sûr que le président de l'université ou le directeur de l'école doit appeler la police pour faire débloquer, tout à fait. Mais vous faites une généralisation hâtive. Il n'y a pas eu que des blocages depuis le 7 octobre. Il y a eu aussi des manifestations, il y a eu aussi des amphis. Et ça se passait bien jusqu'à la mi-mars. Et à la mi-mars... on a vu tout d'un coup l'irruption du pouvoir politique là-dedans. Si vous voulez, vous pouvez vous plaindre, et je suis le premier à regretter que Jean-Luc Mélenchon aille devant Sciences Po ou telle autre personnalité. Il y a eu des Verts aussi, vous les oubliez. Je suis le premier à m'en plaindre. Mais je demande que le gouvernement montre l'exemple, ou que Mme Pécresse montre l'exemple. Laissez faire le directeur de Sciences Po. Laissez-le ramener la paix civile dans son établissement. Vous travaillez, Édouard Husson, avec l'ICEP, si je ne m'abuse. Oui. Si Marion Maréchal a créé cette école, c'est bien qu'elle avait conscience que malgré tout, il y a quand même un problème d'idéologie au sein des grandes écoles françaises. Bien sûr qu'il y a un problème, mais tout à fait. Mais est-ce que le conflit israélo-palestinien, c'est de l'idéologie, c'est du réel, c'est des hommes de chair et de sang qui meurent. Ce sujet du conflit israélo-palestinien. Et bien sûr, et c'est pour ça que j'ai soutenu l'ICEP, et c'est pour ça que j'ai aidé à sa création, précisément parce que je voulais que se crée un espace de liberté. Mais vous ne me ferez pas dire que les étudiants français qui aujourd'hui manifestent pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza et la fin du soutien des USA et de l'Union européenne à Israël, que ce sont des étudiants imprégnés de wokisme. Il y en a peut-être qui, étant woke, soutiennent cette cause-là, mais vous avez des tas d'étudiants aussi qui, par ailleurs, soutiennent sincèrement, pour des raisons réelles. C'est horrible ce qui se passe à Gaza quand même. Donc je ne voudrais pas qu'on fasse un amalgame.
En revanche, on peut constater l'implication justement de tous ces politiques et le soutien qu'ils reçoivent d'une certaine partie. Je regrette que la droite ne soit pas plus mobilisée pour appeler à un cessez-le-feu à Gaza et pour dire la vérité sur ce qui se passe à Gaza. Et je le dis d'autant plus que moi-même, j'aime Israël, j'ai travaillé sur la Shoah, je suis très malheureux de ce qui se passe actuellement, je suis très malheureux de ce que fait le gouvernement Netanyahou. Donc je le dis avec toute la complexité de mon parcours et de mes engagements. Mais je regrette aujourd'hui que les droites, quelles qu'elles soient, ne soient pas dans le réel au lieu d'être dans l'idéologie. Quand on est unilatéralement pro-Israël, on est autant dans l'idéologie que quand on est pro-Hamas, comme monsieur le disait. Et je regrette, la droite pour moi c'est le réel. Et le réel, il est complexe. Yvan Lecoz, est-ce que vous pensez que, donc Édouard Husson explique que voilà, il y a probablement des étudiants qui soutiennent la cause palestinienne avec des arguments très personnels qui vont au-delà de la cause politique, du wokisme, du gauchisme, etc. Est-ce que vous pensez la même chose ? Est-ce que demain, si vous, à l'Uni, vous souteniez la cause palestinienne, vous pensez être bien reçu par ces étudiants ? Non, absolument pas, pour deux raisons. Déjà parce qu'effectivement, l'extrême gauche s'est imprégnée du sujet, et ça par électoralisme. Enfin, on voit que le 9 juin approche, et la France Insoumise veut un certain vote, puisque vous avez dit, monsieur, que l'électorat musulman est un électorat conservateur. C'est comme un électorat conservateur qui, à la dernière présidentielle, a voté à plus de 60% pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, pas sûr que ça soit si conservateur que ça, mais dans tous les cas, la France Insoumise va chercher le vote d'une partie des musulmans, j'imagine les 45% des musulmans français qui, aujourd'hui, disent qu'ils ne condamnent pas, non, qui considèrent que l'attaque du 7 octobre est un acte de résistance, ou les 19% d'entre eux qui éprouvent une certaine sympathie à l'égard du Hamas. C'est ce que va chercher la France Insoumise dans leur dernière déclaration. Donc déjà, rien que pour ça, on serait mal reçu. Et aussi à côté, effectivement, parce que nous, au niveau de l'immigration avec l'Uni, au niveau de la question de l'identité, je pense qu'on n'est pas en accord avec une bonne partie de l'électorat musulman. Et comme c'est aussi un électorat musulman qui est mobilisé, des étudiants musulmans qui sont mobilisés dans la question palestinienne, je pense que pour ça aussi, on serait mal reçu. Dans tous les cas, pour revenir aussi sur la question de la privation des subventions par la région Île-de-France, moi je donne un exemple très concret, je suis également étudiant à Sciences Po Grenoble, et Laurent Wauquiez avait fait ça également pour Sciences Po Grenoble, suite à l'affaire où deux professeurs avaient été accusés d'islamophobie par des étudiants d'extrême gauche, et où la direction ne les avait pas soutenus correctement. Après 2 ans sans subvention, la direction a changé de cap, la direction a sanctionné l'extrême gauche, la direction a donné plus d'espace de liberté aux étudiants qui ne pensent pas forcément à gauche ou à extrême gauche, et ça permis à... Quel rapport avec Gaza ? Ça a permis... Mais en fait, on ne parle pas de Gaza, on parle de l'actualité dans les universités françaises. C'est ça qui touche les étudiants. Gaza. Ce qui touche les étudiants, c'est pas Gaza et c'est pas Israël. Ce qui touche les étudiants, c'est si demain ils vont pouvoir passer leur partiel. C'est ça qui les intéresse. Et donc pour revenir sur la question de Sciences Po Grenoble... Ce dont vous parlez à propos de Sciences Po Grenoble, c'est tout à fait légitime, et là je soutiens ce qu'a fait Laurent Wauquiez, et ce qui avait été fait vis-à-vis de ces professeurs était scandaleux, et la lâcheté de la direction de l'établissement était évidente, mais c'est très différent de Gaza, il ne faut pas faire d'amalgame. On ne parle pas de Gaza, on parle de on parle de ça depuis tout à l'heure. On parle d'une direction comme le cas avec Sciences Po Paris qui s'était défilée, qui ne sanctionnait pas les fauteurs de troubles. Vous confondez, là. Et Laurent Wauquiez avait fait le choix, qui est un très bon choix, de couper les subventions régionales, et la direction a changé de cap. Et là, Valérie Pécresse, en faisant ça, espère avoir le même résultat, et je pense qu'elle aura, qu'elle aura le même résultat. C'est-à-dire que vous faites parler Valérie Pécresse et vous dites que vous espérez qu'elle va donc contribuer à ce qu'à Sciences Po on devienne à 100% pro-Netanyahou. C'est absolument pas ce qui est demandé. Mais qu'à Sciences Po, on sanctionne les bloqueurs, qu'à Sciences Po... Mais la question, vous comprenez bien que la question elle n'est même pas pro-Gaza ou pro-Israël ou pro-Hamas. Mais il n'y avait pas de blocage avant la mi-mars à Sciences Po. Il n'y avait pas de blocage avant la mi-mars à Sciences Po. Et l'année dernière, il n'y avait pas de blocage non plus pendant la réforme des retraites. Chaque année, c'est bloqué, chaque année, on laisse faire. La réforme des retraites, c'est un autre sujet, monsieur. Mais non, mais c'est pas le même sujet. Vous comprenez bien que le fond, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une réforme, à chaque fois qu'il y a un sujet, tout est bon pour bloquer, tout est bon pour occuper. Vous êtes dans l'idéologie, vous n'êtes pas dans la politique. Non, malheureusement, je suis dans le concret. Je vois les étudiants parce que je suis sur place et je vois ces étudiants-là qui ne peuvent pas passer leur partiel. Je vois ces étudiants qui ne peuvent pas aller en cours. Je vois ces étudiants qui se font invectiver s'ils ne sont pas d'accord avec une minorité qui bloque. Et c'est ça la réalité des choses. Et demain, il y aura une nouvelle réforme, parce qu'effectivement, ça n'a pas été bloqué, mais la loi immigration, on a aussi eu des blocages dans plusieurs établissements. Mais c'était encore une nouvelle occasion de bloquer. À chaque fois qu'il y a une réforme, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne convient pas à l'extrême gauche, il y a des blocages. Le bombardement de Gaza, c'est une réforme. Mais à chaque fois qu'il y a une réforme ou à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne convient pas à l'extrême gauche,
comme la réaction israélienne suite aux attaques terroristes du 7 octobre, il y a des blocages. Vous êtes de droite, vous avez la chance d'avoir un sujet qui va diviser la gauche, et au lieu de ça, vous faites corps avec les néoconservateurs pour soutenir quelque chose qui est insoutenable. Mais vous avez bien entendu qu'à aucun moment j'ai parlé de soutenir ou pas les bombardements. J'ai parlé tout simplement d'attaques terroristes. J'ai parlé d'attaques terroristes, et pour le coup, effectivement, par contre, moi je m'oppose strictement au Hamas et à leur soutien. Et surtout, moi je me positionne pas sur la question pro-israélienne ou pas. Je me positionne sur la question des blocages des occupations. Alors, ne mélangez pas les sujets. Les sujets. On va finir sur ce débat, messieurs, passionnant. On comprend bien que les deux courants s'opposent. Effectivement, si on prend un peu de hauteur, on peut, je pense, autour de cette table, malgré tout, s'accorder pour dire que au-delà du conflit israélo-palestinien et au-delà de Gaza, malgré tout, les grandes écoles françaises sont un peu gouvernées par une certaine idéologie. Mais heureusement, Édouard Husson, il y a des écoles comme l'ICEP pour venir faire contrepoids. Et c'est important aussi. Et puis également des syndicats comme l'UNI, dont vous êtes le délégué national, Yvaine Lecoz. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous tous les deux. Et à très bientôt.